Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'accompagne les personnes à créer leur place professionnelle avec cohérence, confiance et joie. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Alors, le monde du travail dans 15 ans, pour être très honnête, j'ai un peu 2 visions des choses. La première qui est, positive et qui repose sur l'idée que finalement chacun de nous puisse, d'une part s'épanouir au travail en étant acteur de sa structure et pas simple, voilà, exécutant. D'autre part, en menant des activités qui sont porteuses de sens par rapport à nos propres valeurs individuelles et qui participent, qui permettent d'avoir des réponses quelque part aux enjeux, sociaux et environnementaux, qu'on connaît actuellement. Mais voilà, tout ça nécessite du coup qu'un autre modèle s'impose à la place du modèle purement financier et business qu'on connaît, un modèle, voilà, qui serait plus vertueux, plus éthique, plus durable, plus respectueux donc de l'humain, mais aussi des écosystèmes qui l'entourent. Une prise de conscience du fait que l'humain n'est pas seul et qu'il faut vraiment, réfléchir à ces écosystèmes. Ça nécessite aussi qu'il y ait un autre modèle d'organisation qui s'installe, qui soit moins pyramidal et moins drivé justement par ces objectifs de performance, économique et qui soit un modèle beaucoup plus collaboratif et porteur de sens. Bien entendu, tout ça, ça représente un gros challenge, d'où une seconde vision qui est un peu moins positive, une vision, voilà, d'un monde qui s'entête un peu, qui veut toujours plus vite, où on répéterait encore et toujours un peu les mêmes erreurs. Maintenant, bien évidemment, j'espère de tout cœur que c'est la première vision, qui sera la bonne, qui l'emportera et pour ça, je pense que chacun de nous doit vraiment s'interroger sur ses propres valeurs, sur sa vision du monde justement et se battre quelque part pour faire, bouger les lignes. On voit que les choses commencent à changer. Les salariés, quittent des entreprises avec lesquelles ils ne sont plus en accord. Certaines entreprises ont des difficultés de recrutement. Donc je pense sincèrement que les entreprises vont de fait devoir bouger, devoir modifier leur modèle économique, leurs organisations, leurs pratiques pour répondre d'une part, aux attentes de leurs salariés, mais aussi les attentes de leurs consommateurs qui évoluent beaucoup ces dernières années. Et puis aussi, bien évidemment pour faire face, aux réglementations, en cours et à venir. Et puis, voilà, à toutes les événements, divers auxquels on va devoir faire face, à l'avenir. Connais-tu le design de service et plus spécifiquement la conception de services éco-responsables? Sais-tu de quelle manière l'éco-conception s'intègre dans la transformation de nos manières de travailler et d'approcher le travail? Et en quoi elle apporte du sens et de la collaboration à toute la chaîne de production jusqu'à l'utilisateur? Avec plus de 12 années consacrées au design de services dans des domaines variés, Florie Bugeaud-Raymond prône une approche collaborative, systémique, expérimentale et surtout responsable, permettant de co-concevoir des systèmes de services certes utiles, utilisables et désirables, mais aussi éthiques et respectueux de l'environnement. Pour cela, elle a créé Biwo, un organisme unique sur l'éco-conception de services et un collectif d'experts complémentaires et aux valeurs partagées. Un échange passionnant où tu vas découvrir ce qu'est l'éco-conception et en quoi elle nous amène à repenser le processus de création d'un service, ainsi que nos manières de travailler et de consommer. Bonjour Florie, je suis ravie de t'accueillir ici. Alors, tu travailles dans le design de service et plus précisément dans l'éco-conception. Peux-tu déjà nous expliquer ce qu'est le design de service et en quoi l'approche est nouvelle, en particulier dans la manière de travailler? Bonjour Laure, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir vous partager des éléments sur le design de service éco-responsable. Alors en effet, tu as raison, je suis designer de service depuis un peu plus de 12 ans. Le design de service, en fait, c'est, la conception ou reconception de services. Donc ça s'adresse à la fois à des acteurs du tertiaire, banque, assurance, santé, éducation, et cetera. Mais ça s'adresse aussi à des industriels, qui font des produits, mais qui le font déjà ou qui voudraient éventuellement proposer des services additionnels autour de leurs produits.
C'est une démarche en fait avec des méthodes, des outils qui nous permettent, d'imaginer, de créer ou de recréer quand le service existe, mais que pour une raison X ou Y, il ne rencontre pas son marché ou bien il est devenu obsolète et cetera. Donc de créer des nouveaux services ou de recréer des services existants et de les tester et ça sous, en fait, différents angles. Déjà sous différentes couches. On travaille sur l'expérience du client, expérience qu'on va lui proposer, mais aussi sur ses interactions avec, le fournisseur de services, en lui-même et puis sur les processus et les outils qui vont être sous-jacents. Donc ça, c'est toutes les couches du service et on va travailler aussi sur toutes les dimensions du service. La dimension spatio-temporelle, physique, numérique, économique, affective, juridique, en fonction du sujet, bien sûr. Donc sur cette idée de multicouches et de multidimensions, par exemple, si on regarde un service de restauration, on va travailler sur qu'est-ce qui va amener notre client avant, en fait, d'arriver au restaurant. Qu'est-ce qui va l'amener jusqu'à nous? Qu'est-ce qu'il va vivre pendant son expérience au restaurant? Qu'est-ce qui va se passer après, une fois qu'il sera parti du restaurant? C'est pas simplement quand je passe la porte et quand je repasse la porte dans l'autre sens. On va travailler aussi sur, ce qu'il va vivre en termes d'émotions. On va travailler sur la décoration, les meubles, sur, le menu, sur ce qui va être proposé, sur même la localisation du restaurant, sur le concept en lui-même qui est proposé. On va travailler sur l'aspect aussi, économique du restaurant. Donc c'est vraiment très multidimensionnel et c'est vrai pour tout type de service. Là, je prends l'exemple du restaurant qui est connu pour tout le monde. Mais c'est vrai, pour de la location de voiture, pour un coiffeur, pour de la maintenance d'électroménager ou que sais-je encore. Donc ce que ça a de «nouveau» entre guillemets, dans l'approche, dans la manière de travailler, en soi, ça n'est pas vraiment nouveau. Le design de service, ça existe depuis longtemps. C'est un peu moins connu que l'UX design, donc vraiment centré expérience utilisateur, mais ça fait très longtemps que ça existe et pour les entreprises qui l'ont mis en œuvre, qui ont réussi à créer des équipes de design, en fait, c'est vraiment la mise en place d'équipes qui vont être pluridisciplinaires. Parce que le designer de service ne travaille pas seul évidemment pour faire tout ce que je viens de dire. On travaille en fait avec les métiers, on travaille avec d'autres designers, typiquement les UX ou UI. On va travailler avec, les développeurs, avec le marketing, avec la communication. Donc c'est vraiment un travail qui se fait, de manière collaborative, et qui se fait, vraiment en étant centré sur le client et centré sur l'utilisateur, qu'on va d'ailleurs impliquer au maximum pendant toute la démarche. Donc ça, cette manière de travailler en collaboratif et centré sur le client, c'est quelque chose qui reste quand même encore relativement nouveau parce que toutes les entreprises ne l'ont pas encore mis en œuvre, et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très, très bien. Et tu me disais justement que de ton point de vue, le design de service était trop centré sur l'humain, ce qui fait que l'on en oublie l'écosystème. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là? Ouais, avec plaisir. Bah, c'est l'une des grandes critiques en fait autocritique déjà envers moi-même et puis grande critique, que j'adresse à globalement en fait à toute la sphère de ce qu'on appelle le design justement centré utilisateur ou plus globalement le design centré humain. Donc c'est un mouvement, un courant, on va dire, dans le design qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant et qui a donné un petit peu, naissance aux démarches justement de design de service, du UX design, du UI, de CX, enfin il y a plein de chapelles, qui fait qu'en fait, comme je le disais à l'instant, on va être centré sur notre client, centré sur notre utilisateur et globalement donc sur l'humain. Donc on va vraiment, dès le début de la démarche, aller à sa rencontre sur le terrain, comprendre les différents profils psychocognitifs, de nos cibles, aller vraiment comprendre, les besoins, les attentes, y compris l'attente, hein, les douleurs, les points de difficulté, les freins. Et on va en fait garder ce lien avec l'humain, tout au long de la démarche, pour proposer un concept de service qui soit vraiment centré et qui réponde vraiment à ses besoins et puis pour pouvoir tester le service avec eux avant d'envisager, de pouvoir le mettre sur le marché. Ce qui permet du coup d'avoir une démarche qui va être très itérative et qui, in fine, au moment où on décide de mettre le service sur le marché, normalement, on a bien validé, qu'on répondait bien à un besoin. La critique que je fais par rapport à ça et vraiment, je tiens à le dire, ça a apporté beaucoup de choses, hein. Ça fait qu'aujourd'hui, on a des services, vous et moi, on utilise, des services, qui sont vraiment, centrés sur l'humain, qui ont pris en compte nos contextes, nos besoins et cetera. C'est très bien. Sauf que ma grande critique et comme je le disais, autocritique, parce que c'est ce que je fais depuis un certain nombre d'années, c'est que finalement être très centré sur l'humain, on en a un peu oublié le reste. On en a un peu oublié que l'humain, il est pas tout seul. Il vit avec d'autres humains, mais aussi il vit au sein de tout un écosystème, des objets, la faune, la flore, enfin il y a beaucoup de choses qui nous entourent et on se rend pas forcément compte des impacts,
que, les services, et les produits d'ailleurs, hein, qu'on achète, mais en l'occurrence là pour moi les services, qu'on conçoit, nous designers et que les gens utilisent, peuvent avoir des impacts sur ces écosystèmes et ça c'est quelque chose qui me gêne de plus en plus et donc c'est vraiment ce que je prône maintenant de manière très forte. C'est l'idée de dire: «Il faut continuer à faire du centré humain, mais il faut aussi faire du centré planète en fait, de manière un peu générique, du centré, écosystème, système Terre au sens large, pour être en capacité de bien comprendre dans quel contexte vit l'humain, prendre en compte d'éventuels besoins et d'éventuelles attentes, mais les mesurer en fait un peu au regard des impacts qu'ils pourraient avoir et je pense qu'il faut vraiment se poser plusieurs questions. La première question c'est: «Est-ce que vraiment c'est un besoin?» Nous, en tant que designer, en tant que chef d'orchestre un petit peu de toute cette démarche-là, on a pour moi vraiment un rôle important qui est de venir questionner le besoin. En disant: «Bon OK, nos clients, nous ont remonté, tel type de besoin. Est-ce que vraiment si on creuse, ils en ont besoin? Ou Ouais. bien est-ce que c'est plutôt une envie, passagère ou pas? Est-ce que, c'est pour faire comme le voisin? Est-ce que, voilà?» Et il y a vraiment un retour pour moi à la question des besoins fondamentaux qui est importante et puis la deuxième question, une fois qu'on a validé que, OK, il y a bien un besoin, c'est vraiment de revenir sur, bon, si on veut répondre à ce besoin, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place, est-ce que ça a des impacts sur l'écosystème autour de l'humain? Et donc ça nécessite d'analyser et de comprendre tout le système complexe qui s'avère être déjà en place, pour s'assurer qu'on ne va pas venir modifier, impacter tel ou tel élément de l'écosystème, voilà, enfin, en n'ayant pas, forcément, en tête, même si c'est pas forcément voulu, hein, bien évidemment, hein, mais voilà, il y a ça à prendre en compte pour moi pour que ce soit, vraiment une conception qui soit la plus responsable possible. Est-ce que tu aurais des exemples justement de conceptions à nous proposer qui ont pris en compte l'écosystème ou qui ne le prenaient peut-être pas au début et puis qui sont revenus dessus? Alors tout ça, c'est encore très émergent, tout ce que je suis en train de vous dire. C'est très nouveau en fait de voir, le design, de service et plus globalement le design centré humain en venant le questionner par l'aspect écosystème et l'aspect système Terre. C'est des travaux qui sont assez récents et on a encore peu malheureusement de cas d'expérimentation et de retours d'expérience. Mais on a des projets qui effectivement là nous montrent, que, par exemple si on prend, un service de logistique et qu'on, veut absolument que notre colis soit livré, en moins de 3 heures parce que le client il est super content si c'est livré en moins de 3 heures. En fait, on va du coup utiliser par exemple des moyens de transport qui vont nous permettre d'aller vite, l'avion, la voiture et cetera, qui, vont répondre à cette attente, mais qui par contre, vont avoir des impacts sur l'écosystème parce que c'est des moyens, voilà, on le sait, hein, qui ont des impacts environnementaux très forts. Alors que peut-être que, ce colis, pour notre utilisateur, notre client, s'il arrive en un peu plus de temps, c'est peut-être pas grave. Il y a peut-être pas urgence. Je veux dire quand on se fait livrer un livre, quand on se fait livrer je ne sais quoi, il y a peut-être pas urgence à l'avoir dans les 3 heures et on peut peut-être passer par des services de mobilité plus doux, qui auront moins d'impact sur l'environnement et qui satisferont quand même in fine l'utilisateur parce qu'il aura bien son livre à la fin de l'histoire. Donc voilà, il faut remettre un petit peu en regard tous ces éléments-là pour faire en fait les bons choix de conception pendant la phase de conception qui, est responsable de 80 enfin pas responsable, mais pendant la phase de conception, on peut déjà identifier et donc limiter au maximum 80 des impacts du futur service ou du futur produit. Donc on a une vraie responsabilité en tant que designer sur cette phase amont. Donc c'est vraiment effectivement penser à tous ces points-là avant le service et pas maintenant après comme on a tendance à le faire. C'est-à-dire on essaye de rendre, ces services un peu plus «verts» entre guillemets, hein Oui, tout à fait. mais le service existe déjà donc il est forcément on est déjà dans un cadre, donc c'est plus compliqué. Ouais, en fait, il y a les 2 cas de figure. Il y a les services qui existent déjà et du coup sur lesquels on va, déjà analyser les impacts existants. Donc on va faire un certain nombre de modélisations, d'analyses, de mesures qui vont nous permettre déjà de comprendre la situation. Et l'idée, c'est de pouvoir, identifier quels sont, du coup, les éléments de l'écosystème qui sont touchés, quels sont les différents impacts et sur lesquels on va pouvoir avoir des leviers, de l'influence pour les réduire. Sur un service qui n'existe pas, donc sur une création finalement, l'imagination d'un nouveau service, c'est un peu différent parce qu'effectivement, potentiellement, on va partir d'une page blanche. Et si on part d'une page blanche et ben, on va avoir un temps de modélisation, du système, qui existe autour de notre utilisateur, autour de notre humain, et un temps d'imagination du futur service avec différents scénarios et ces scénarios-là, il va falloir aussi, du coup, les analyser au regard des impacts environnementaux pour voir quel est le scénario qui va avoir le moins d'impact possible, mais qui répond bien
aux attentes, aux besoins réels, je rappelle, aux besoins fondamentaux de mes clients. Hem Et du coup, pouvoir, in fine, choisir le meilleur scénario, celui qui sera le moins impactant et être vraiment dans une démarche d'amélioration continue. On ne fera pas tout bon dès le début, on ne fera pas non plus, du 0 impact environnemental dès le début, et pas dans un monde de bisounours. Par contre, on peut vraiment déjà s'engager dans une démarche et après, voilà, avoir cette espèce de processus d'amélioration qui va nous permettre de revenir, d'année en année sur un service pour pouvoir l'améliorer. D'une part, d'un point de vue purement expérientiel pour l'humain et d'autre part, d'un point de vue impact, pour l'environnement. Et tu as un exemple de projet peut-être qui est en cours sans nous dire, lequel est-ce, hein, mais où tu peux nous montrer justement comment cette réflexion, se passe? Oui. Alors, je peux vous parler d'un exemple, effectivement, d'une entrepreneur, qui travaille en fait sur le lien entre alimentation et santé. Et en fait, avec elle, on a fait vraiment un travail de fond et de bout en bout sur la démarche de design de service éco-responsable, où j'ai mixé l'approche de design de service, traditionnelle avec une approche d'éco-conception qui, à la base, est plutôt une approche d'éco-conception, plutôt produit, et de design circulaire. Donc j'ai mis un petit peu tout ça dans un checker, j'ai secoué très fort et j'en ai sorti j'en ai sorti une démarche, de design de service, mais à vocation éco-responsable. Et en fait, avec elle, on a vraiment mis en place toutes les étapes. Et donc on a commencé au départ par essayer déjà de débroussailler un petit peu son idée de service, autour donc du lien entre santé et alimentation. On a du coup, modélisé en fait le système tel qu'il est à l'heure actuelle. Donc on a identifié quels étaient les acteurs en place, quels étaient ce que j'appelle du coup les actants en place. Donc les actants, ça va au-delà de la notion d'acteur humain. C'est vraiment prendre en compte tout ce qui peut intervenir d'une manière ou d'une autre, de manière, comment dire? Directe ou indirecte dans la situation, de service. Et par exemple, ça veut dire dans son cas à elle, d'être en capacité autant de lister, des acteurs économiques que des acteurs humains, que aussi, par exemple, les graines, qu'on va Oui. semer dans un champ, qui vont donner naissance à, des plantes et c'est avec ces plantes-là qu'on va, faire l'alimentation. Donc on en arrive vraiment à ce point-là de détail, de faire un modèle systémique où on va jusqu'à la graine, aux plantes et aux animaux qui sont autour, pour comprendre comment tout ça fonctionne. Et ensuite, dans un second temps, on a imaginé on a étudié déjà, ces cibles parce que bon, on est quand même dans un monde où, l'objectif c'est de vendre du service, à des cibles. On a identifié quelles étaient ces cibles, quels étaient leurs profils, leurs besoins fondamentaux sur ce lien entre santé et alimentation. On a imaginé du coup un concept qui pouvait répondre à leurs besoins fondamentaux, et un concept du coup éco-responsable. Ensuite, on a identifié différents scénarios pour pouvoir proposer un service à ces personnes-là. Et on a identifié les impacts de ces différents scénarios. On a travaillé du coup sur le scénario qui nous semblait être le plus adapté et le moins impactant possible pour créer une expérience de service qui va bien. Et on a travaillé sur le modèle économique derrière tout ça pour avoir un modèle qui certes soit un minimum rentable pour elle, bien évidemment, mais au-delà de ça, qui soit globalement éthique et responsable. D'accord, donc c'est aussi repenser la manière de travailler. Oui, exactement. En fait, là, vraiment, ce qui va être important, je le disais tout à l'heure, c'est que déjà en design de service, on est sur du pluridisciplinaire, sur du collaboratif. On fait intervenir également, le client et cetera. Là, on va encore un cran plus loin, et par exemple, dans le pluridisciplinaire, on ajoute des métiers avec lesquels moi, je n'avais par exemple jamais travaillé auparavant, comme par exemple, des spécialistes de l'éco-conception, comme des experts, par exemple, sur les fameuses graines dont je parlais tout à l'heure, pour comprendre, quelles sont, les quelles sont les contraintes, en fait, par exemple, ou les éléments qui sont nécessaires pour faire pousser ces graines de telle façon, dans des voilà, sans pesticides et cetera. Donc on va vraiment s'entourer, d'expertises, qui sont, très spécifiques et avec lesquelles on n'avait pas forcément l'habitude de travailler auparavant. Et aussi, peut-être dans notre manière aussi de dans nos processus, dans notre manière de travailler réellement, hein, puisque quand tu me donnes l'exemple de en logistique, peut-être d'accepter, que, bah, il y a un bouquin qui va pas arriver Ouais. en 3 heures ou quelque chose qui va pas arriver en 3 heures. C'est aussi repenser, du coup, le processus différemment. Oui, exactement. C'est repenser le processus différemment et c'est, challenger aussi, quelque part, le besoin de des clients, le besoin des clients ou Oui. des utilisateurs. Parce qu'effectivement, si on leur demande ce dont ils ont envie, ils vont vous dire: «Moi, j'ai envie que le livre, il soit là en claquant des doigts tout de suite». Parce qu'on est dans une société, de surconsommation, de tout, tout de suite, et cetera. Et donc ça nécessite effectivement qu'on travaille différemment aussi, avec nos utilisateurs.
et qu'on les mette aussi face à ça, qu'on les sensibilise à ça et qu'on voit un petit peu quelle est la limite, quoi. En leur disant: «Oh, vous comprenez que pour telle et telle raison, en 3 heures, nous, ça ne nous convient pas vis-à-vis de nos valeurs. Est-ce que si vous le recevez le lendemain, c'est grave?» Enfin, voilà, il y a aussi ça à vraiment à mettre en œuvre et à challenger, en interne déjà de l'entreprise et puis bien évidemment avec ses clients. Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier et à ta manière de faire aujourd'hui? Alors ce qui m'a amenée à ce métier, c'est je suis arrivée là par hasard, si je veux dire ça comme ça. À la base, j'ai une formation plutôt, IT et gestion d'entreprise. À l'époque, en fait, quand j'ai fait mes études, on parlait pas de design de service, de design centré humain, enfin personne ne m'a parlé de ça et personne ne m'aurait parlé d'un quelconque cursus en France là-dessus. Mais en fait, à l'issue du coup de mon master, on m'a proposé de faire une thèse de doctorat sur la notion de modélisation des services et j'adorais la modélisation. Ça me passionnait donc je me suis dit: «Ouais, pourquoi pas, c'est sympa». Et en fait, en tombant là-dedans, assez rapidement, je suis tombée sur des concepts tels que le concept de système de service. Donc j'étais déjà dans cette notion de systémique, Oui. de comprendre le service non pas comme un élément, un objet, mais vraiment comme un système complexe avec plein de dimensions, plein de choses à prendre en compte. Ça m'a passionnée. Et en parallèle, j'ai commencé du coup pendant ces travaux de thèse à justement identifier, des courants ailleurs qu'en France, sur du design, sur du design systémique, des choses comme ça. Et donc voilà, je suis tombée un peu dedans, un peu par hasard. Je n'étais pas prédisposée à aller vers ça et je n'ai pas fait d'études de design non plus, ça il y avait pas grand-chose à l'époque. Et puis voilà, petit à petit, en fait, je me suis construite par expérience, en fait, plus qu'autre chose. Maintenant, ce qui m'a amenée à ma manière de faire aujourd'hui, c'est ça peut paraître très bête, voire un peu naïf, mais en fait, moi, je suis sensible à ça, en fait, à la question environnementale depuis, longtemps, mais en n'ayant pas fait forcément le lien avec mon métier. Et puis petit à petit, pour plein de raisons et entre autres, par rapport à la naissance de mes enfants, les questions écologiques, se sont encore plus invitées dans ma vie personnelle et donc il y a une espèce de gouffre qui s'est créé entre mes valeurs, ce que j'essayais de mettre en place au quotidien dans ma vie personnelle et puis, ce que je faisais dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire, concevoir des services sans regarder les impacts, en proposant des déplacements, sans regarder forcément l'impact non plus, en proposant des solutions numériques en ne sachant absolument pas que le numérique, ça a un impact dingue. Donc le fossé s'est un peu creusé et puis finalement, pendant la période covid, où j'ai eu comme beaucoup de monde, un arrêt de travail, d'un certain temps, j'ai eu le temps de réfléchir à ça et de me rendre compte que finalement j'avais peut-être la clé pour travailler là-dessus parce que mon métier me permet de concevoir de choses. Donc je suis à la fois, quelque part, à l'origine et responsable des futurs impacts des services que je conçois, avec d'autres, hein, certes pas seule, mais quand même. Et à la fois, du coup, j'ai peut-être les clés en main, en fait, pour faire mieux. Et donc voilà, ça s'est un peu percuté dans ma tête, à ce moment-là et j'ai commencé à faire des recherches sur ce qui existait. Je me suis formée à l'éco-conception, au design circulaire, plein de choses et c'est là où je disais tout à l'heure, j'ai mis tout ça dans un shaker, j'ai secoué très fort et maintenant, voilà, je n'envisage plus, de concevoir un service, sans penser à tout ça et sans faire attention à ce que je fais et sans m'autoriser aussi j'invite tous les designers qui m'entendront à réfléchir aussi à ces éléments-là, mais sans m'autoriser aussi à dire non, quoi. Si un projet va pas dans le sens de ma démarche, d'être en capacité de dire à un client, «Non, je vous suis pas sur ce coup-là pour telle et telle raison». Parce que ça va à l'encontre, de ce qu'on essaye de mettre en place, parce que ça va à l'encontre de l'avenir en fait de notre planète et l'avenir de enfin la question de l'habitabilité pardon de notre planète pour les générations, justement de nos enfants et les suivantes, quoi. Comment tu arrives justement à l'amener dans les entreprises aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont plus ou moins ouvertes ou tu as de tout, Alors il y a un peu de tout, ça va vraiment dépendre de la maturité actuelle de l'entreprise. En fait, il y a des entreprises qui ont un peu déjà ça dans l'ADN, parce qu'elles font par exemple de l'éco-conception de produits depuis longtemps. Et du coup, on arrive un petit peu à voilà, à faire comprendre que, contrairement à ce qu'on peut croire, les services, ne sont pas qu'immatériels, et les services ont et des impacts qui peuvent même être, démultipliés parce qu'on peut être potentiellement, sur un service dans lequel on va avoir plusieurs objets, du numérique, enfin, donc ça peut assez vite, grimper en termes d'impact. Donc ces entreprises-là sont déjà assez matures. Sur celles qui sont moins matures, c'est moins évident. Et en fait, les portes d'entrée, elles sont un peu différentes. Ça peut être, la porte d'entrée peut être, l'aspect RSE, où il y a, des vrais questionnements qui se font de plus en plus dans les entreprises, mais qui sont quand même, je trouve pour ma part, encore assez orientés sur le volet interne de la RSE. Moi, j'essaye d'ouvrir en fait ce volet en disant: «Attention,
C'est bien de faire attention à vos déchets, à votre à votre politique d'achat et cetera, mais c'est très bien de le faire en interne, mais il faut aussi vous ouvrir à ce que vous offrez à vos clients, à votre portefeuille de produits et de services qui lui aussi a un impact, enfin des impacts. Donc il y a la partie RSE, il y a la partie, le point d'entrée un peu numérique aussi qui commence en fait à bien émerger. Il y a une très forte communauté en France sur le numérique responsable qui est très en avance sur ces questions-là et en fait, on commence de mieux en mieux à diffuser le message pour dire: «Attention, le numérique, ça a beaucoup, beaucoup d'impact et en plus cet impact, il est exponentiel sur les années à venir». Donc faites attention quand vous créez, un site, une application, un logiciel et cetera, faites attention aux impacts et il y a aujourd'hui plein de méthodes, plein d'outils pour limiter les impacts, en fait, du numérique. Et quand on entre par cette porte-là, en fait, après, tout mon objectif à moi, c'est de remonter d'un cran en disant: «Bon, c'est bien de travailler sur votre site. Maintenant le site, pour moi, d'un point de vue serviciel, ce n'est qu'un élément du service. C'est un point d'entrée, c'est un moyen de communiquer ou un moyen de vendre, pardon. Mais c'est pas le service dans son ensemble. Il se passe des choses avant, il se passe des choses pendant, il se passe des choses après et donc si vraiment on veut aller au bout de la démarche et vraiment se permettre de dire: «Je suis un restaurant éco-responsable, je suis une chaîne d'hôtellerie éco-responsable, je suis un loueur de voitures éco-responsable» et cetera, eh bien, il faut pas se cantonner à faire, une voiture éco-responsable ou un site éco-responsable. Il faut réfléchir à l'ensemble du service pour le rendre le plus vertueux possible. On est vraiment dans une vision globale et collaborative Exactement, aussi qui est, très intéressante et qui apporte, comme tu le disais aussi du sens, aux tout salariés, aux à fait. collaborateurs, qui participent, hein, qui sont dans l'entreprise tout simplement. C'est une question la question du sens a une grande importance Ouais. aujourd'hui, hein. Ouais, ouais, c'est tout à fait vrai et typiquement, c'est la question que je me suis posée, hein, quand je disais tout à l'heure, que s'il y avait une espèce de gouffre qui s'était créé un peu en moi. On est nombreux, 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 nombreux et nombreuses à se poser ces questions-là et effectivement, en fait, avoir ce réflexe de penser, les produits et les services de cette manière-là, ça offre du sens, non seulement, bien sûr, aux designers qui apportent de la méthodo pour le faire, mais aussi à toutes les personnes avec lesquelles ils travaillent. Et engager les gens dans un projet collaboratif de conception éco-responsable, ça donne une dynamique, ça donne une force, du coup, au collectif qui travaille ensemble, qui est tout à fait différente d'un simple projet de conception comme on a l'habitude de faire. Parce que là, effectivement, on se retrouve tous non plus autour d'une espèce d'objectif business ou d'une demande tombée d'en haut de performance économique en créant l'énième service qui va rapporter plein d'argent. Mais on se retrouve tous autour, en fait, de valeurs communes, de sens pour tout le monde, et là, du coup, ça prend quand même une autre tournure. Alors tu as écrit un livre sur le sujet, est-ce que Ouais, tu veux nous en dire un mot? ouais, bah, avec plaisir, ça fait très autopromotion. Heu, Effectivement, ouais, j'ai écrit un livre qui s'appelle Green Service Design, pour une approche donc de conception de services éco-responsables, qui est tout fraîchement sorti là depuis ce mois de février. Donc c'est le résultat d'un travail, de nombreux mois de réflexion, d'expérimentation, de tests. C'est un livre du coup qui est, édité par le pôle éco-conception, qui est à Saint-Étienne et qui est, mon partenaire, vraiment en termes d'éco-conception. En fait, on a eu envie ensemble, de donner corps à ce à quoi on était en train de réfléchir, et le pôle m'a donné carte blanche, pour écrire un livre qui à la fois, pose, la notion de design de service effectivement, ce que c'est, l'historique et cetera, mais aussi, challenge du coup, comme je le disais, la démarche, qu'on connaît et puis, fait des propositions en termes d'évolution de la démarche. Donc on a un livre qui est une première pierre à l'édifice, je dirais. Je pense que c'est loin de répondre, à toutes les questions et d'être parfait, mais c'était pas l'objectif de toute façon. L'objectif, c'était plutôt de mettre, voilà, un 1er pavé dans la mare en disant: «Attention, les services aussi ont des impacts, il faut en prendre conscience. Voilà des clés de compréhension et voilà les premières méthodes, outils qu'on pourrait utiliser ensemble». Il y en a plein d'autres à inventer pour faire mieux. Et puis on a proposé aussi, la lecture de 2 cas d'usage, qui sont des cas partiels, mais qui sont très intéressants et là où je suis très contente, c'est que, bon, le livre est sorti, mais là on commence à avoir des cas sur lesquels, on a déroulé la démarche, de bout en bout et donc il y aura une suite forcément avec la présentation, de cas, plus avancés.
plus abouti. Mais voilà, je suis très contente que ce livre soit sorti et voilà, j'attends aussi des retours, et qu'on puisse expérimenter, plein de choses, autour de ce sujet-là. Donc pour les personnes effectivement qui veulent en savoir plus, en tout cas, il y a ce livre et ça c'est important de pouvoir aller détailler le sujet en tout cas parce qu'il est effectivement c'est passionnant de pouvoir remettre les services dans un écosystème parce que si on va plus loin, c'est l'humain qu'on doit remettre dans son Exactement. écosystème réellement. Alors, où peut-on te retrouver? Alors, on peut me retrouver, sur LinkedIn comme tout le monde, je pense. Et puis, j'ai aussi un site, donc le site de mon entreprise qui s'appelle Beewo, beewo.fr. Voilà, qui présente, grosso modo cette idée, voilà, autour de l'éco-conception de services, et qui explique un petit peu ma démarche et ce que je propose tout simplement. Donc je fais à la fois des sensibilisations, des formations et autant sur les démarches, on va dire classiques, hein, de design thinking, du UX, de service design, que jusqu'à, en fait, justement, la sensibilisation à ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin et comment on fait pour faire de l'éco-conception de service? Et puis après, j'interviens en accompagnement d'entreprises, d'entrepreneurs, de collectivités, qui, bah, une fois de plus, hein, ont déjà, des services et souhaitent un petit peu les revoir à l'aune, de leurs impacts environnementaux, soit ont envie de créer un nouveau service, mais veulent le faire, voilà, selon certaines valeurs, certains critères et essayer de le faire, le mieux possible. Donc voilà, il y a mon site aussi et puis, bah, du coup, il y a le livre. Tout à fait. Je mettrai de toute façon tous les liens sous le Ouais, ça podcast. marche. Alors, est-ce que tu as un dernier mot pour conclure? Ah! Le dernier mot pour conclure. Le dernier mot. Bah, voilà, en tout cas, je suis ravie que tu m'aies invitée et qu'on puisse parler de ce sujet-là et vraiment, mon objectif, c'est de diffuser le message un maximum. À la fois de le diffuser, aux designers, à mes pairs, en fait, hein, bien évidemment, en disant voilà, on est en je le disais l'année dernière en 2022, mais ça reste vrai, on est en 2023. Je pense qu'on ne peut plus, en fait, concevoir sans penser à ça. Je suis aussi animatrice de la fresque du climat et c'est vrai que ça me donne l'occasion de sensibiliser, au changement climatique, et de faire comprendre, en fait, l'urgence qu'il y a à agir et à travailler différemment et à réfléchir différemment et à le faire ensemble. Donc voilà, il y a ce message-là pour les designers de dire: «Attention, maintenant il faut qu'on soit vigilant, sur ce qu'on fait» et puis plus globalement, en fait, je pense qu'il faut faire vraiment comprendre à tout le monde que la notion de service, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas si intangible que ça, c'est pas si immatériel que ça, et voilà, ça a des impacts, potentiellement nombreux, et il faut vraiment, vraiment y travailler et s'assurer que, quand nous, en tant que consommateurs, utilisateurs, on soit vigilants à ce qu'on justement, à ce qu'on achète, à ce qu'on utilise en termes de services, aux expériences qu'on vit et puis en tant qu'entreprise, qu'on soit, vigilants et en accord avec nos valeurs et avec ce qu'on a envie de voir du monde de demain, quoi, quelque part. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai le développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous jeudi dans 15 jours pour une nouvelle interview. Pour être averti de chaque nouvel épisode, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées et des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt.